Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans cette nouvelle interview aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir mon ami David Vénin. Salut David. Salut, tu vas bien? Ouais, ça va super et toi? Bah ça va, je te remercie Max en tout cas pour ton invitation. Ravi de passer ce moment avec toi. Ça me fait vraiment plaisir. Alors toi, David, tu es, consultant, tu es formateur, tu es un expert en vente depuis des années, notamment tout ce qui concerne toutes les stratégies de vente et de relations clients. Euh, On va parler un petit peu de tout ça ensemble, mais avant de commencer, j'aimerais que tu puisses nous dire un petit peu qui est David, quel a été ton parcours et quelle est la vie aujourd'hui, quelle est la vie que tu as aujourd'hui. Ok. David, c'est qui? David, c'est le papa de trois enfants, Timothée, Sévan et Julien, qui ont aujourd'hui 10, 8 et 6 ans. Et David, c'est quelqu'un qui, pendant des années, finalement, eh bien, n'a pas osé, on va dire, écouter son intuition, écouter son instinct, parce que depuis tout jeune, j'avais finalement des envies que j'ai toujours un peu étouffées. Parce que quand j'en parlais notamment à mes parents ou autres, par amour et puis par précaution, ils avaient toujours tendance à me ramener du côté de la raison plutôt que de dire la passion elle est risquée, donc va plutôt du côté de la raison dans le choix des études, dans le choix plus tard des travails. Et finalement, pendant de nombreuses années, j'étais plutôt quelqu'un qui, voilà, quand il y avait un choix à faire, si le cœur voulait aller à droite, mais que la raison voulait aller à gauche, eh bien, je me rangeais du côté, entre guillemets, de la raison qui correspondait plus à ce que la famille, à l'époque, plutôt les parents et autres attendaient, de ce qui était, entre guillemets, le plus logique ou ce qui paraissait le plus naturel, enfin, le plus normal, plus que naturel d'ailleurs. Et puis, jusqu'au jour où finalement, je me suis rendu compte que j'étais dans une voie qui qui cochait toutes les cases pour la plupart des gens. Mes parents, ils auraient pu dire s'ils devaient mettre des critères, tout est bon, tout est au vert. Mais où moi, je me sentais vraiment pas bien, en fait. Et du coup, je suis arrivé à un stade où je m'étais dit, si tu continues comme ça pendant 20 ans, pendant 30 ans, tu vas te retourner sur ta vie et tu vas te dire que tu es passé complètement à côté. Hmm. C'est-à-dire que, OK, c'est cool, tu as eu un super boulot, super salaire, super tout ce que tu veux, mais tu pourras pas prendre sur tes genoux tes petits-enfants pour leur raconter tes aventures, pour leur raconter tout ce que tu as fait, pour leur dire, voilà, ouais, OK, peut-être que j'ai fait des choses différentes, je me suis planté, peut-être qu'effectivement j'ai fait ci, mais je sais pourquoi je l'ai fait, je suis fier de ça, et si je devais faire, je referais pareil. Et tu vois, quand je pense à ça, à l'époque, je me dis, putain, je peux pas prendre mes enfants et leur dire, bon, bah voilà, papy, ouais, il a fait ce job. Voilà. Tu vois ce que je Voilà. veux dire? Je ressentais vraiment ça, de me dire, punaise, mais je suis pas en train de créer quelque chose qui peut, entre guillemets, laisser un héritage, pas un héritage financier, mais un héritage en termes de valeur, en termes de vision. Et voilà. Et c'est comme ça que finalement, je me suis dit, il faut vraiment que les choses changent. Et c'est à un moment, c'était en 2013 à l'époque, où j'ai Hmm. commencé à me dire, stop, il faut que je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment, mais je sais qu'il faut que je prenne le temps de réfléchir à ce qui vraiment va me faire vibrer et ce qui va faire que je vais être fier de ce que je vais faire dans ma vie, que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, stop. Et en 2013, en gros, la décision que j'ai prise, c'est arrête d'écouter la raison, arrête d'écouter ce que tout le monde pourrait peut-être attendre de ce que tu fais et arrête de faire les choses par rapport aux autres et commence à faire les choses par rapport à toi, ce que tu as envie. Ne cherche pas à te dire, euh, comment dire, même si tu sais pas comment, même si tu sais pas encore ce que tu vas faire, au moins suis ton intuition, suis tes tripes, suis ce que tu as envie de faire. Et dans tous les cas, que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, tu pourras toujours être fier de ça parce que je pense que l'objectif, c'est pas forcément, l'objectif, c'est pas de réussir. C'est peut-être contradictoire ce que je veux dire, mais pour moi, à l'époque, en tout cas, c'est vraiment ce que je me disais. L'objectif, c'est d'écouter mon intuition, de me faire confiance, d'oser et d'y aller. Que ça marche ou que ça marche pas, je serais quand même plus fier d'avoir essayé, même si je me plante, Ouais. que d'avoir cédé à la peur, entre guillemets. Voilà un petit peu qui Bah, je suis. Et vas-y, pardon. excuse-moi. Ouais, et puis, en fait, ça a donné lieu en 2015 à la création d'une entreprise de conseil et de formation, effectivement autour de la vente, parce que j'ai été pendant 13 ans ingénieur commercial, puis ingénieur d'affaires, où j'ai pu comme ça gravir un petit peu les différents échelons de la vente, et j'étais formateur commercial aussi dans différentes entreprises. Et quand j'ai pris conscience que ce savoir-faire de la vente était quelque chose qui pouvait finalement servir aux autres, c'est là où je me dis, tiens, pourquoi pas lancer une Hmm. activité autour de ce savoir-faire qui peut aider d'autres personnes qui ont également de l'or dans les mains, d'autres techniques, d'autres savoirs, mais qui ne savent peut-être pas le vendre, ne savent peut-être pas le présenter. Eh bien, moi, ça, je peux les aider à le faire. Et c'est comme ça qu'est né ce projet de formation. Alors, si je la fais courte, effectivement, parce que il y a la phase de démarrage, comme tout le monde, où on se cherche, où Hmm. finalement, tout n'est pas rose, tout n'est pas facile. On essaie des choses qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent pas. Et puis, finalement,
au bout de 2 ans, j'ai réussi vraiment à trouver ce qui, moi, allait me permettre de développer mon entreprise d'une façon qui me convient, qui me plaît et qui me permet d'accélérer rapidement. Et jusqu'au moment où finalement, l'année dernière, on a pu partir avec ma femme et nos 3 enfants, faire un voyage de 10 mois autour du monde, financé à 100% par l'entreprise parce que ma femme est salariée à temps plein de notre entreprise depuis 2 ans. Et donc, voilà, qui vient supporter à la fois notre vie de famille, notre vie de voyageur et puis voilà, nous permettre d'avoir le temps et la liberté de faire ce qu'on a envie. Ouais, c'est vraiment intéressant ce que tu partages et ça fait beaucoup écho avec ce que j'ai pu vivre aussi. Donc, c'est pour ça on va développer pas mal de petits sous-sujets par rapport à ce que tu dis. Mais c'est vrai que le premier, c'est déjà de dire, OK, tu l'as dit, hein, c'est finalement, est-ce que j'écoute mon intuition? Est-ce que j'écoute mon cœur? Est-ce que j'écoute le sens que je veux donner à ma vie? Ou est-ce que je fais les choses parce que notre environnement attend de nous que ce soit ces choses-là que l'on fasse? Et j'ai Ouais. vraiment vécu ça et donc c'est pour ça que ça me paraît vraiment. Il y a une histoire que je connais, que tu as dû déjà raconter plusieurs fois, mais je trouve qu'elle est très parlante, notamment par rapport à ce que tu disais sur l'héritage, sur ce qu'on veut laisser, sur la trace qu'on veut laisser. Mm. Est-ce qu'il y a quand même ça, je pense à l'histoire avec ton fils. Est-ce qu'il y a Ouais. comme ça une anecdote que tu pourrais nous partager qui a été l'élément déclencheur par rapport à ça et qui a fait qu'aujourd'hui, tu t'es dit, OK, il faut vraiment que je fasse quelque chose de différent, que je laisse une trace différente et que je puisse exploiter aussi le savoir-faire que j'ai et que je puisse aider les personnes qui sont peut-être en demande de ce service-là. Et aujourd'hui, j'ai Internet pour le faire, quoi. Ouais. En fait, effectivement, ce à quoi tu fais référence, moi, quand je pense à ça, l'image qui me vient tout de suite, c'est, tu sais, le défibrillateur. C'est l'élément, l'électrochoc. Tu sais, c'est dégagé. Et voilà, pour faire revenir la personne, tu sais, elle est dans un état endormi, puis hop, ça la fait revenir. Pour moi, ça a été un peu ça. Et ce moment de la vie, en fait, une fois de plus, finalement, parce que moi, Timothée, quand il était petit, quand je partais le matin, il dormait. Et quand je rentrais le soir, il dormait. Et donc, la seule relation que j'avais avec lui pendant au moins 3 ans, 4 ans presque même, eh bien, c'était le petit bisou le matin alors qu'il dormait dans son lit, dans la pénombre de la chambre, et puis la même chose le soir, en fait. Et un jour, il me dit, mais papa, tiens, nous, on est en vacances, pourquoi toi, tu vas encore travailler? C'est bientôt Noël et tout. Et je lui réponds comme ça, tac au tac. Je lui dis, mais tu sais, Timothée, bah, pour avoir la maison, pour avoir tous les jouets, pour partir en vacances, comme on fait souvent, eh ben, il faut de l'argent. Et là, j'ai vraiment ressenti le fait de sortir de mon corps et de me voir à l'extérieur, en fait, de voir la scène comme si j'étais quelqu'un d'autre, en fait. Et j'ai ressenti ça, de me dire, mais attends, waouh, ton enfant, il est en train de te poser une question qui est lourde de sens, en fait, et tu es en train de lui répondre que la vie, ça se résume à aller travailler pour payer des factures. Et ça va pas. Et Ouais. en fait, j'ai ressenti ça, cet élément, comment dire, défibrillateur. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai senti un décalage énorme, en fait. J'ai senti que ce que moi, j'avais envie de transmettre au fond de moi depuis toujours, c'était le fait de s'épanouir, de se réaliser, de faire ce qui nous plaît. Mais en fait, je me suis rendu compte, même si je le savais, mais tu sais, il y a des fois, on sait des choses, mais on les a pas encore intégrées. Et ça, les enfants sont très doués pour te rappeler des choses que peut-être tu dis ou peut-être que tu sais, mais que tu ne fais pas. Ouais. Et donc, du coup, je me dis, waouh, je veux transmettre ça, mais je ne vis pas ça. Et les enfants, ils font pas ce que tu leur dis. Les enfants, ils font ce que tu leur montres. Les enfants, tu auras beau leur dire, fais ça, si toi tu le fais pas, ça marchera pas. Ils vont pas le faire, ils vont pas te croire, ils vont pas te faire confiance. Toi-même, tu le fais pas. Ouais, enfin, il y a des tonnes d'exemples qu'on pourrait prendre, mais et donc du coup, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ouais, effectivement, là, il y a un gros problème parce que je vis pas ce que j'aurais envie qu'ils vivent. Moi, mes enfants, j'aurais envie de leur dire, voilà, trouve un truc qui te plaît, fais, peu importe le travail. Mais bon, si toi t'es heureux, moi, je serai heureux pour toi. Et je le faisais pas. Et donc du coup, ça a été vraiment l'élément déclencheur. Et pour le deuxième sujet qui est au niveau de se dire, ben, en fait, je me suis pas tout de suite dit, je vais vendre mon savoir sur Internet. Pour 2 raisons. La première, c'est que je ne savais pas qu'on pouvait vendre sur Internet. Et la deuxième, c'est que je ne savais pas que j'avais un savoir utile. À l'époque, moi, ce que je savais, c'est que j'avais envie de prendre le temps de trouver une activité, je ne sais pas laquelle, mais une activité dans laquelle, je me réalise, je m'épanouisse, je me sens utile, c'est quelque chose où je me sens bien, et qui me permette d'avoir ma liberté financière. Et le premier sujet vers lequel je me suis intéressé, c'est le sujet de la liberté financière. Et donc, je me suis intéressé à l'investissement immobilier. Et quand on rentre un petit peu dans ce domaine-là, eh bien, c'est là où j'ai découvert qu'il y avait d'autres moyens de gagner sa liberté financière. C'est là que j'ai découvert le business sur Internet. Et je me dis, mais ça serait génial. Ça correspond vraiment à mon profil, d'avoir envie de servir les autres, d'avoir envie d'être utile, d'avoir envie de transmettre, de former. J'avais déjà été formateur par le passé. C'est quelque chose que j'aime faire. Je suis passionné par le fait de pouvoir, avec l'humain, l'aider à le développer et puis transmettre un savoir. Mais à ce moment-là, je me dis, OK, mais quoi? Moi, j'ai pas d'expertise. Ouais, moi, j'ai vraiment à ce moment-là, en 2014, il m'a fallu plusieurs mois pour accoucher finalement de mon projet. Mais à l'époque, je me disais, j'ai pas d'expertise.
J'ai des cousins qui sont ébénistes, Michael, Florian. Alors, Michael l'est plus, Florian l'est encore, il a son activité encore aujourd'hui, mais ces mecs-là, ils ont de l'or dans les mains. Je me dis, les gars, moi, je vous envie parce que Ah, vous ils avez un savent faire quelque chose, savoir-faire. quoi. Mais ouais, les mecs, ils prennent un morceau de bois, ils ont des outils, et puis ils en font un meuble, ils en font une chaise, ils en font, je sais pas, ils prennent une matière première qu'ils arrivent à transformer en un objet magnifique. Et je leur dis, ça, c'est un savoir-faire, les gars. Moi, je sais rien faire d'autre. Moi, ça fait 13 ans que je suis commercial. La seule chose que je sais faire, c'est aller à la rencontre des gens, les écouter, et puis essayer de trouver des solutions pour les aider. Je sais rien faire d'autre. Et finalement, c'est un ami qui s'appelle, alors, lui, c'est Maxence. C'est pas Max, mais Maxence, mais je l'appelle Max. Un autre ami, et Max me dit, mais tu sais, David, tiens, j'aurais peut-être besoin de toi parce que moi, j'ai des clients. C'est des consultants. Les mecs, ça fait 10, 15, 20 ans qu'ils sont en entreprise, dans des SS2I ou des grosses boîtes. Ils ont un gros bagage technique. Et quand ils doivent se lancer à leur compte, soit parce qu'ils arrivent en fin de carrière et puis l'entreprise leur dit, tiens, on va te mettre en pré-retraite. Et donc, ils ont un client, mais ça leur suffit pas pour vivre. Ou alors, ils veulent se lancer par eux-mêmes. Ils ont souvent une mission d'opportunité, mais ils savent pas se vendre. Toi, ça fait 13 ans que tu fais ça. Est-ce que tu pourrais pas leur donner un petit coup de main? Et c'est là, en fait, où j'ai dit, où j'ai commencé à me dire, ouais, pas de problème. Et je me dis, ah putain, mais ça peut être utile à d'autres. Et c'est quand j'ai fait les premières, on va dire, réunions gratuitement pour aider mon pote à aider ses clients, où je me dis, mais en fait, putain, les gens, ça peut les aider. Et moi, plein de choses que moi, je sais qui pour moi sont évidentes, c'est Ouais. pas du tout évident pour ces gens-là. Et c'est là où j'ai pris conscience qu'en fait, eh bien, j'avais une expertise malgré tout. Et si aujourd'hui, quelqu'un qui écoute cette vidéo se dit, peut-être, j'ai pas d'expertise, je peux témoigner que c'est peut-être pas vraiment le cas. Et je suis sûr que non, d'ailleurs. On a tous Oui, une c'est expertise, clair. on a tous des choses qu'on connaît, que pour nous, c'est tellement facile parce qu'on est, entre guillemets, devenu expert, ou en tout cas, on l'a tellement fait que pour nous, c'est devenu facile et naturel. Mais c'est pas parce que pour nous, c'est facile que pour d'autres, c'est facile. Et ça, c'est super important ce que tu dis parce que je pense qu'à tout moment dans la vie d'un expert, d'un conférencier ou d'un formateur, on a cette espèce de syndrome-là de non, Hmm. mais en fait, ce que je sais, c'est évident, quoi. Parce qu'on l'a tellement fait on l'a intégré. Pour nous, c'est facile. Et moi-même, des fois, je me dis, mais attends, ça, dire, je vais rien lui apprendre à cette personne. Et en fait, tout dépend à qui on s'adresse, bien entendu. Mais il y a des niveaux. Et clairement, quand on a une expertise, on ne se rend pas toujours compte à quel point ça peut pouvoir aider des gens et qu'on peut apporter quelque chose et qu'on peut transformer aussi la vie d'autres personnes avec ça parce que on fait ça depuis 10, 15 ans et que pour nous, c'est genre le quotidien, quoi. Donc ça, Ouais. c'est intéressant. C'est intéressant parce que j'entends, certainement comme toi aussi, pas mal de gens me dire, non, mais attends, moi, je sais rien faire, j'ai pas d'expertise. OK, quand on regarde un petit peu dans, c'est quoi ton histoire? C'est quoi que tu sais faire? Qu'est-ce que tu as aidé les gens à faire par le passé? Ah ouais, bon, c'est vrai que ça, exactement comme toi, en fait, avec ton pote Max, quoi. Ouais. Oui, parce qu'en fait, c'est très difficile seul d'avoir du recul sur ce qu'on est capable d'apporter. Moi, seul, j'aurais jamais pu imaginer ça en fait. C'est avec le regard des autres et avec le feedback que d'autres peuvent nous donner qu'on peut finalement identifier ce pourquoi nous on peut avoir de l'utilité, ce sur quoi on peut baser notre expertise et notre business de conseil, de formation, d'accompagnement ou autre. Parce que étant donné que, comme tu viens de le dire, nous c'est tellement évident pour nous qu'on ne peut pas en fait prendre conscience que ça a de la valeur. Parce que vu que c'est facile pour nous, si c'est facile, ça n'a pas de valeur par rapport à notre regard d'expert. Alors que c'est pas le cas. Au contraire, c'est facile pour nous parce que nous, on a certainement, et si effectivement on déroule la pelote, on a sûrement des années d'expérience derrière, des années d'essais, d'échecs, de réussites, mais aussi beaucoup Hmm. d'échecs. Tu as essayé des trucs qui n'ont pas marché. Et c'est tout ça qui crée la valeur. Parce que du coup, toutes les tentatives infructueuses qu'on a essayées, c'est ça qui nous ont permis finalement un jour de pouvoir devenir bon dans notre domaine. Et ça, on peut aider d'autres personnes à éviter ces échecs, à prendre un raccourci pour tout de suite aller chercher dans la bonne direction et ne pas faire comme ce que nous, on aurait peut-être pu faire, aller faire nos propres tests. Et donc, effectivement, c'est pas évident. Et avoir quelqu'un qui peut nous aider à identifier ce talent, cette zone de génie, peu importe le nom qu'on lui donne, eh bien ça, ouais, c'est fondamental. On peut pas le faire tout seul. Et c'est intéressant que tu partes sur ce côté, on peut pas le faire tout seul et on est plutôt dans la co-création parce que Ouais. quand je prépare mes interviews, ce que j'aime bien faire, c'est un peu aller fouiller sur le site internet des gens, voir les vidéos, etc. Et en préparant cette interview avec toi, je suis allé voir ton site et il y a une phrase qui m'a plu. C'est tu dis vendre, c'est co-créer avec son client une vision commune d'un partenariat réussi. Et le Oui. mot co-créer, comme ça, là, par rapport à là où s'en va notre discussion, je trouve ça super important. Et je voulais savoir comment toi, du coup, tu t'y as été pris pour vraiment développer ton activité, démultiplier tes ventes et aujourd'hui tu as aidé certainement plus d'une centaine de personnes. Et avec cette vision-là de co-création, comment tu t'y es pris? En fait, au tout départ, cette vision de co-création, elle est purement, comment dire, quand j'ai compris ça, je l'avais associé au tout départ purement dans la relation commerciale.
Et je me suis rendu compte qu'en fait, cette notion de co-création, elle est partout. Et dans mon entreprise aujourd'hui, elle est également un petit peu partout. On va en reparler. Mais au tout départ, quand moi j'ai découvert l'univers de la vente, souvent je voyais des collègues qui créaient des propositions commerciales pour leurs clients. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient voir le client une première fois, ils l'écoutaient, et puis ensuite, ils faisaient une proposition commerciale qui préparait une solution pour leurs clients, et puis ils l'envoyaient, et puis ils tombaient un petit peu dans la problématique de il faut relancer le client parce que le client ne revient pas, ils savent pas où ça en est, ils essaient d'argumenter pour vendre leur truc parce que ils n'étaient pas dans la co-création. Pour moi, la relation commerciale, c'est une co-création dès le départ où finalement, ça sert à rien de faire une proposition commerciale si on n'est pas sûr d'abord qu'ensemble, on a une vision commune de ce que c'est le projet réussi. Et donc, du coup, quand on est avec notre client, qu'on fait effectivement la fameuse découverte, mais que surtout, au-delà de ça, on va dire, voilà, qu'est-ce qu'on met en place? C'est quoi les indicateurs clés de succès? Qu'est-ce qui, pour vous, est le plus important? On co-crée finalement le projet d'abord. Et c'est la proposition commerciale, elle ne vient finalement que c'est la partie financière du sujet, que lorsque le projet est bien cerné, on a vu ensemble qu'effectivement, on en est là, on veut aller à tel endroit, on a déjà essayé telle et telle chose, mais qui n'ont pas fonctionné pour telle et telle raison, que ce qui va faire que le client et nous, on va être satisfaits de notre collaboration, c'est parce qu'on aura réussi à atteindre tel et tel et tel et tels indicateurs, et que du coup, est-ce que tout ça, on est bien en phase et on co-crée ensemble cette vision-là. Et après, la proposition financière vient. Et finalement, ça, donc c'était dans l'univers de la vente, on va dire, quand j'étais même encore salarié traditionnel, mais quand j'ai lancé mon entreprise, la co-création, elle a été assez rapide dès le départ parce que le premier projet sur lequel j'ai gagné mes premiers clients, c'est ce que j'appelle la stratégie du groupe pilote. Et un groupe pilote, c'est pas de créer tout seul dans son coin un programme de formation, une formation vidéo ou autre, c'est d'imaginer se dire, OK, c'est quoi le besoin de mes clients a priori? Je pars de mon idée, je pars de ce que je sais, je pense, OK, pour aider mes clients, à mon avis, il faut faire ça, ça et ça. Et pour en être sûr, ce que je vais faire, c'est que je vais organiser un événement. Alors, par exemple, moi, c'était le webinaire. Je vais organiser un webinaire qui va me permettre d'interagir avec mon marché, d'être en direct avec eux, ce qui va avoir deux intérêts. Le premier, c'est que entre le moment où j'invite les gens à mon webinaire et l'événement du webinaire en lui-même, j'ai le temps de leur poser des questions, de leur dire, voilà, vous êtes inscrit pour le webinaire dans une semaine ou dans quelques jours. Quelles sont les questions auxquelles vous aimeriez trouver des réponses? Quels sont les problèmes que vous rencontrez aujourd'hui dans tel sujet? Donc ça donne comme ça des premiers éléments d'information pour savoir qu'est-ce qui est vraiment important pour mon marché. Et puis, durant le webinaire, ça permet effectivement, en interagissant, de se rendre compte des questions que les gens nous posent. Est-ce que ce que je suis en train de dire, c'est cohérent par rapport à leurs besoins ou pas? Et donc, on peut, comme ça, en temps réel, finalement, affiner notre idée, notre proposition. Et au-delà de ça, sous le format de proposition du groupe pilote, l'idée, c'est de dire, je ne te vends pas une formation que j'ai déjà toute faite, que j'ai déjà tout pensé tout seul dans mon coin. Ce que je te propose, c'est qu'on crée ensemble ton cursus de formation adapté. Je vais prendre un petit groupe de personnes. Moi, la première fois, ils étaient 5. Et je leur dis, voilà, comment ça va se passer? J'ai évidemment un programme de formation que j'ai imaginé, mais ce programme, c'est un fil rouge. L'idée, c'est pas qu'on soit rigide là-dessus. Je pense que c'est ce dont vous avez besoin. Et en fonction de vos questions, en fonction de ce que vous imaginez avoir besoin, on adaptera et je créerai des contenus spécifiques par rapport à vos besoins. Et donc, on était aussi dans la co-création au moment de la délivrance, de la livraison finalement de ce que je leur proposais. Et ça va effectivement dans tous les sens. Parce que finalement, si on est… Le problème quand on est dans notre statut d'expert et qu'on vend ce que l'on pense, nous, que nos clients ont besoin, on vend ce qu'on a dans notre tête. Et on ne vend pas forcément ce que veulent nos clients. Et si on est en co-création, on dit, OK, voilà moi ce que ce que je pense être utile pour vous. Et voilà pourquoi, évidemment, quand on se connaît le sujet, on sait quand même qu'il y aura 80% ce dont ont besoin nos clients. Mais quand on ajoute finalement cette phase de co-création où on prend les retours de notre prospect, de savoir quels sont vraiment les sujets qu'il se pose et on a cette porte ouverte pour finalement intégrer des nouvelles idées, ça permet comme ça d'être vraiment beaucoup plus en phase avec notre marché. Moi, c'est comme ça en tout cas que j'imaginais ça. C'est une excellente. Merci d'ailleurs de partager ça parce qu'on a tendance au début à se dire, à rester dans son château et de se dire, OK, je vais passer un mois, je vais créer tant de contenu, je vais faire cette formation et après je vais la proposer. Bon, on peut aussi perdre beaucoup de temps parce que ça se trouve pas du tout en phase avec ce qu'a besoin notre prospect ou ce qui a surtout envie parce que ça, c'est donner-leur ce qu'ils ont envie puis vendez-leur ce qu'ils ont besoin. On la connaît, cette phrase. Mais en même temps, c'est un basique et c'est tellement important. La question que j'aimerais te poser, du coup, c'est, bon, on est tous les deux passionnés des stratégies, je pense, un peu marketing et de la vente. Pour toi, lorsqu'on est dans cette phase-là, justement,
de s'engager à commencer à créer soit de la formation, soit du coaching, soit on veut accompagner ses clients. C'est quoi les 3, 4 grandes étapes ou piliers que tu aurais identifiés pour pouvoir être attractif déjà pour ses clients et pour développer son business? Ok, les 3 grandes étapes au démarrage pour moi. Les La basiques, quoi. première, C'est genre, on peut pas ouais, y… enfin, en tout cas, le principe général qui va sous-tendre ce dont on va parler pour moi, c'est il faut le plus vite possible se confronter à notre marché. Tant qu'on Mm. reste tout seul dans notre tête, dans notre bureau ou dans notre salon, c'est très compliqué parce que euh, on peut pas en fait. Le meilleur moyen d'avoir des réponses aux questions, te dire que veulent nos de quoi ont envie nos prospects, de quoi qu'est-ce qu'ils sont prêts à acheter. Et comme tu le dis effectivement, qu'est-ce qu'ils ont envie et pas de quoi ils ont. Alors parce que nous on pense qu'ils ont besoin, mais quel est leur Mm. vrai besoin? Et leur vrai besoin, c'est ce qu'ils ont envie d'avoir. Et Mm. donc, à partir de ça, pour moi, la première chose à faire, c'est déjà de rechercher, d'aller au contact de notre marché pour découvrir et leur poser des questions le plus possible. Et moi, d'ailleurs, ce que j'ai fait au démarrage, je n'ai pas souvent parlé de ça, mais c'est quelque chose que moi j'ai mis en place. Vu que je savais quand mon ami Max m'a dit, tiens, il m'a mis face à un public de consultants, je me dis, bah, tiens, effectivement, peut-être que ces gens-là, ces consultants, il y en a d'autres que ces clients qui peuvent avoir besoin. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur Internet et j'ai tapé annuaire consultant. J'ai repéré des annuaires de consultants et je m'étais préparé un petit script de quelques questions. J'avais rien à leur vendre, je voulais juste faire une rapide étude de marché. Et j'avais quelques questions en disant oui, bonjour, bonjour un tel, j'ai vu que vous étiez dans tel annuaire de consultants. Je vais bientôt lancer mon activité d'accompagnement pour les consultants. Est-ce que vous avez simplement 3 minutes à me consacrer juste pour vous poser quelques questions afin de mieux vous connaître et savoir quel est le besoin des consultants. J'ai rien à vous vendre, simplement je suis en phase d'analyse de marché et si vous êtes d'accord, ça serait très sympa de m'aider. Voilà. Tu vois, et puis quelques questions que j'avais posées. Il y a certaines personnes que j'ai appelées qui m'ont dit non, j'ai pas le temps, ils n'ont pas voulu, ils me connaissent pas, mais c'était la minorité. J'ai une majorité des gens qui m'ont dit ben ouais, pas de problème. Par contre, fais ça rapide. Et évidemment, j'avais un petit questionnaire de 3 minutes, donc c'était extrêmement rapide. Et ça m'a permis comme ça, eh bien, d'avoir des infos. Ouais. Après, au-delà de ça, on peut complémenter par des recherches sur, comment dire, des forums, les groupes. Enfin, il faut aller chercher l'info là où elle est. Soit elle est disponible en ligne et il faut aller la consulter pour vraiment découvrir ce qu'il en est, les livres de notre thématique, d'aller voir finalement sur YouTube s'il y a des vidéos déjà qui existent, mais pas par rapport à ce que des experts parlent. Moi, il faut vraiment aller chercher l'information de la bouche de nos clients, de la bouche de nos prospects, de la bouche de notre marché. Donc, si c'est nos prospects potentiels qui s'expriment, c'est bon. Et si on n'a pas de prospects potentiels sur Internet disponibles, eh bien, il faut aller à leur rencontre par téléphone si on peut, aller dans des événements là où eux se rencontrent pour aller à leur rencontre et leur poser des questions, leur proposer un déjeuner pour les aider, même tu vois, gratuitement, de dire bah tiens, si ça te dit, bah moi je peux te donner des conseils par rapport à ça et on fait un déjeuner en échange. Moi j'aurais quelques questions à te poser pour découvrir, enfin voilà, pour te connaître encore mieux. Et bien souvent, quand on est dans cette phase où on n'a rien à proposer, c'est là où justement les clients, si on pose les bonnes questions, qu'on leur montre qu'on sait bien faire, souvent c'est eux qui vont aller à l'inverse de bah tiens, mais qu'est-ce que tu proposes finalement Ouais. concrètement et qui veulent aller plus loin. Bref, voilà. La première étape pour moi, c'est d'aller à la recherche L'info. de l'information de la bouche de nos prospects, d'aller à la rencontre de notre marché. Ok, Ok. top. Je suis clair par rapport à ça ou pas? Super. Ouais, non, c'est bien connaître sa cible et savoir c'est quoi leurs réelles envies au lieu de Exactement. rester dans c'est quoi qu'on pense qu'ils ont besoin. Oui, et de leur bouche le plus vite possible. Et Et d'avoir leurs effectivement, mots. de leurs mots, exactement. Parce qu'en fait, et pour moi, il y a 2 choses qui sont importantes. C'est il faut certes connaître son marché, connaître ses prospects potentiels, mais il faut surtout les comprendre. Et c'est 2 Mm. choses qui sont différentes et complémentaires. Il y a plein de gens qui connaissent leurs prospects, ils savent qui ils sont, mais ils ne les comprennent pas suffisamment bien. Comprendre son prospect, ça veut dire vraiment être dans la tête de son prospect. Qu'est-ce qu'il ressent? Quelles sont ses peurs? Quelles sont ses frustrations? Qu'est-ce qu'il se dit qu'il n'ose pas dire aux autres? Qu'est-ce Mm. qu'il se, qu'est-ce qui, lorsqu'il il est tout Qu'est-ce seul, qui qu'est-ce qu'il l'empêche de fait? dormir la nuit? Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait lorsque personne le regarde, mais qu'il ne fait pas quand il est au public, tu vois? Parce que qu'est-ce qu'il a vraiment au fond de lui, en fait, en réalité? Mm. Et voilà, il faut pour moi vraiment le connaître et aussi aller comprendre son marché et aller rencontrer les gens, ça permet de le faire. Une fois qu'on a cette première étape, la deuxième, eh bien, c'est de se poser la question, de se dire, OK, qu'est-ce que moi, je peux proposer par rapport à ça? Qu'est-ce qui, moi, dans mon cursus, dans mon histoire, dans ce que je sais faire, qu'est-ce qui correspond à ce besoin? Parce que finalement, il faut être en réflexion de se dire, je dois être une solution
à leurs problèmes. L'idée, c'est pas, je ne dois pas vendre mon savoir, je ne dois pas proposer ce que je sais faire. Ce que je sais faire, ce savoir, c'est finalement ni plus ni moins qu'un moyen pour mon prospect d'obtenir ce qu'il désire. Donc, je dois créer une solution. C'est quoi la solution qui, pour moi, par rapport à ce que je sais faire, eh bien, va permettre à mon prospect d'obtenir ce qu'il désire. Et une fois qu'on a imaginé notre solution par rapport à ce qu'on a identifié de nos prospects, eh bien, la troisième étape, c'est d'aller confronter ça. Et confronter notre idée de solution à notre marché, là encore, il faut se mettre face à notre public cible. Soit, encore une fois, aller à des événements réseau, soit organiser un webinaire comme moi, je l'avais fait parce que quand tu invites ton prospect à un webinaire, ça te permet de mettre en évidence le fait que tu les connais, que tu les comprends, dire voilà, si aujourd'hui vous êtes dans tel contexte, vous avez telle problématique, vous avez ça, c'est normal, et voilà pourquoi, etc. Et voilà la solution que moi je vous recommande d'utiliser. Et quand je dis la solution, c'est pas mon produit, c'est pas ce que Ouais. moi je vends. Avec un grand là, d'accord, que une fois que mon prospect connaît la méthode que je lui conseille d'utiliser pour pouvoir obtenir ce qu'il désire, dans l'absolu, cette méthode, il peut soit l'appliquer tout seul, il doit être en mesure de soit l'appliquer tout seul, soit d'aller voir un concurrent pour que ce concurrent l'aide à l'appliquer, soit qu'il me choisisse moi pour que je l'aide à implémenter cette solution. Ce que je suis en train de dire, c'est que la solution, c'est pas mon produit. Mais Mm. évidemment, quand on est capable de démontrer à nos prospects qu'on les connaît, qu'on les connaît, qu'on les comprend si bien, qu'on a trouvé pour eux la solution, et s'ils se disent, ouais, effectivement, je suis convaincu que si je mets en place cette solution, je peux obtenir ce que je désire, qui va être la première personne à qui ils vont penser pour les aider à implémenter, naturellement, ça va être le conseiller de confiance. Et le conseiller de confiance, c'est nous, lors du webinaire, lors de ce que l'on veut. Voilà. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, lorsqu'on est face à notre marché, c'est là où on va pouvoir finalement tester et valider si oui ou non on est parti dans la bonne direction ou pas. Le plus vite possible, finalement, il faut avoir ce retour, ce feedback Mm. de nos clients potentiels. Voilà, pour moi, les trois grandes Ouais. étapes, vraiment, je parle de la phase de démarrage. Là. Mm. Donc, connaître sa cible et pas seulement la connaître, mais la comprendre, Oui, n'est-ce pas? Ensuite, parler de la solution exactement. éventuelle. Et dans un troisième temps, on n'a pas parlé, mais c'est transformer la solution par rapport à son offre, j'imagine. Mais... Ouais, en fait, c'est la première étape, ouais, c'est connaître et comprendre la cible. En allant discuter avec elle, en ayant un échange. La deuxième étape, c'est d'identifier la solution. Et la Mhm. solution, c'est pas notre produit, c'est pas C'est ça. c'est pas ma formation, mon coaching, mon consulting ou n'importe quoi. C'est la solution avec un grand là. C'est est-ce que j'ai une méthodologie? Est-ce que j'ai ce que j'appelle moi une solution signature? C'est-à-dire quelle est la méthode, les étapes par lesquelles je fais passer mes clients pour leur permettre d'obtenir ce qu'ils désirent. Mm. Ça, ces idées-là, quand on vend de l'immatériel, quand on vend comment dire, de la prestation de service, ce que l'on vend, c'est des idées en fait. Quelles sont les Oui. idées que mes clients doivent maîtriser, doivent connaître, doivent adhérer pour pouvoir obtenir ce qu'ils désirent? Et la troisième étape, une fois qu'on a modélisé finalement cette solution, eh bien, c'est de la proposer à notre marché pour voir si effectivement il y a une adéquation entre la solution qu'on imagine, l'offre, le positionnement qu'on va choisir et le marché que l'on aura ciblé. Voilà en synthèse. Top. Merci pour ces trois. D'ailleurs, ça me fait penser à la dernière fois qu'on s'est vu, je crois que c'était au séminaire de Johan. Et pendant ta conférence, tu t'as démarré avec cette petite histoire sur tes débuts en tant qu'ingénieur commercial avec un de tes partenaires. Et du coup, tu déroules un peu l'histoire comme ça. Et vraiment, à plusieurs reprises, tu démontres que la personne parle des solutions, évoque toutes les solutions possibles, en fait, qui puissent exister comme étant des solutions qui pourraient intéresser les prospects, mais ne parle pas forcément tout de suite de votre solution. Et comme ça, Oui. tu avais expliqué ça et ça t'avait même, toi, bon, ok, c'est bon, là, c'est le moment, faut vendre, etc. D'après toi, donc maintenant que tu as fait ce parcours et que tu as toute l'expérience que tu as derrière toi, c'est quoi la caractéristique commune des personnes qui tu sais, on voit souvent la vente comme quelque chose de négatif ou comme quelque chose on peut la vente forcée, etc. C'est quoi les caractéristiques communes d'un vendeur qui fait ça avec naturel, sans forcer et sans avoir cet aspect négatif? La caractéristique commune pour moi des vendeurs qui sont des personnes qui, naturellement, Hmm. de manière authentique finalement, donnent Voilà. envie à leurs prospects d'aller plus loin, eh bien, c'est le fait de comprendre qu'un vendeur ne vend pas. Un vendeur, un bon vendeur en tout cas, un bon vendeur fait en sorte d'avoir un processus d'écoute, de découverte, d'exploration client et de démonstration de la solution qui fait que c'est le prospect lui-même qui a envie d'aller plus loin. Et on n'est jamais dans le fait de forcer les choses, on est simplement dans le fait d'accompagner le prospect dans
sa prise de décision. Mhm. Et juste pour compléter un élément par rapport à ça, c'est que tu vois, s'il y a un conseil que je devais donner, j'aurais envie de donner finalement à toutes les personnes qui voudraient proposer leur service, vendre, vivre de leur savoir ou de leur savoir-faire, c'est que dans notre solution, dans la solution qu'on veut proposer, il y a une chose qui est fondamentale à comprendre, c'est que ce que l'on vend, c'est ni notre produit, c'est même presque pas notre solution, c'est la grande idée, c'est l'idée Mhm. qu'il y a derrière notre solution. C'est qu'en fait, bien souvent, nos prospects, ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils désirent parce qu'il y a un chaînon manquant. Il y a une idée, un concept que eux n'ont pas encore compris, que nous avons compris. Par exemple, ceux qui n'arrivent pas à vendre. Une des grandes idées pourrait être de dire que la plupart des gens qui n'arrivent pas à vendre, ils n'y arrivent pas parce que justement, ils voient la vente comme un acte un peu agressif, comme un acte où on va forcer les gens à vouloir prendre une décision, comme quelque chose qui n'est pas intègre ou éthique ou peu importe. Eh bien, ça, nous, on le sait maintenant que ce n'est pas la vérité. C'est un mythe, c'est une erreur de penser ça. La grande idée derrière, c'est qu'au contraire, pour vendre, il ne faut pas être dans une posture de vendeur, il faut être dans une posture d'écoute et surtout d'accompagnement, de coaching finalement à la prise de décision. Et ce que je veux dire par là, c'est que quoi que l'on vende, il y a toujours une grande idée. Il y a quelque chose finalement qui va à l'encontre de ce que la majorité des gens pensent. Et ça, quand on arrive à trouver cette grande idée, à trouver, entre guillemets, ce qu'on peut appeler le vrai problème, Mhm. le vrai problème, c'est pas de vouloir… Tu vois, si je prends un autre exemple, la perte de poids. Il y a plein de gens qui pensent que pour maigrir, il faut compter ses calories, il faut euh, faire attention à ce qu'on mange. Eh bien, non. Aujourd'hui, on sait que c'est plus vrai, ça. C'est pas, la plupart des gens n'arrivent pas à perdre du poids, pas par rapport à ce qu'ils ont dans leur Absolument. assiette, mais par rapport à ce qu'ils ont dans la tête. Et ça, Mhm. c'est une grande idée, en fait, que moi, j'ai des clients dans la perte de poids qui mettent en avant, dire non, tant que tu seras finalement en train de chercher, de compter tes points et de faire attention à ce que tu as dans ton assiette, tu ne pourras pas perdre de poids, en tout cas, pas durablement. Tu pourras perdre du poids à court terme, mais tu vas forcément les reprendre parce que tu vas traiter la conséquence, qui est la prise de poids, mais tu vas pas traiter la cause. En Et cause. souvent, la cause de la prise de poids, c'est les émotions, le stress, et c'est ça le problème. Le vrai problème, c'est pas ce que tu manges. Le vrai problème, c'est le stress que tu n'arrives pas à gérer. Ça, c'est une grande idée. On change de perception. On fait prendre conscience à notre marché qu'ils n'y arrivent pas parce qu'ils sont focalisés sur le mauvais problème. Le vrai problème est autre chose. Eh bien, dans tout ce que l'on vend, dans toutes les solutions qu'on peut apporter, il y a toujours également, on peut trouver ça, le vrai problème ou cette grande idée qui dit non, tu n'y arrives pas parce que tu penses que le problème c'est ça. Mais le problème c'est pas ça. Le problème c'est ça. Je suis clair ou pas par rapport à ça? Ouais. Est-ce qu'on pourrait comparer ça à la nouvelle opportunité, par exemple, une nouvelle Oui, opportunité bien qui sûr. n'existait pas auparavant et qui aujourd'hui peut permettre d'atteindre des résultats parce que bah, avant, voilà, ils n'avaient juste pas vu cette opportunité-là et donc ils n'avaient pas eu l'occasion de la tester. Ce qui est différent Exactement. de, ce qui est différent de prendre quelque chose qui existait déjà et de l'améliorer, tu vois, en disant bah voilà, vous n'avez pas fait Oui. ça correctement. Et ça. Ok. Tu as Ouais, tout à donc, fait raison. Et c'est exactement ça, c'est une nouvelle opportunité. Et pour reprendre je vais prendre l'exemple dont tu parlais, qui est un exemple ultra concret. À l'époque de cette histoire, en fait, j'étais jeune vendeur dans une entreprise qui vend des systèmes de pompe à chaleur, énergie renouvelable. À l'époque, on n'avait qu'une seule solution, c'était les pompes à chaleur, c'est-à-dire un système de chauffage central, ce qu'on appelle en aérothermie. Il y a un groupe à l'extérieur qui récupère les calories de l'air pour chauffer l'intérieur de la maison. Je simplifie à outrance. Il y a des puristes et des experts du domaine, ils vont hurler. C'est pour simplifier, ok? Je vais pas vous faire la déballe. Bref, c'est ça l'idée. Et on pourrait se dire, tiens, tu vends un produit physique, bon ben voilà, on va faire comme tout le monde, on arrive et on va dire voilà pourquoi notre produit il est super, pourquoi c'est génial, etc. Non, la démarche commerciale, même pour vendre ce produit physique, qui en moyenne était à peu près le panier moyen de l'époque, c'était 18 000 euros, c'est de se dire si j'arrive à convaincre mes prospects qui aujourd'hui chauffent avec des systèmes de chauffage traditionnels comme les radiateurs électriques, des chaudières au fioul, chaudières au gaz, si j'arrive à leur convaincre que aujourd'hui, pour faire des économies, c'est-à-dire pour diviser leur facture de chauffage par 4 et pour avoir un meilleur confort dans leur maison, que le seul moyen d'y arriver, c'est de ne plus utiliser des énergies fossiles comme mhm. l'électricité, le gaz, le fioul, le bois ou autre, qui chaque année augmente, c'est normal parce qu'une énergie fossile, eh bien, il y a une quantité limitée, donc moins il y en a, plus ça va coûter cher. J'irai leur convaincre que finalement, tant qu'ils utilisent une énergie fossile, ils ne pourront pas faire d'économie et que la seule solution d'y arriver, c'est d'utiliser une énergie renouvelable, illimitée et gratuite, comme l'air. Eh bien, à ce moment-là, ma solution de pompe à chaleur, qui est justement une solution qui permet de mettre en place l'aérothermie dans leur maison, ça va couler de source. Et donc, nous, ce que l'on vendait, notre grande idée, c'était ça. La grande idée, avant même d'essayer de proposer une autre solution, c'était de De convaincre. persuader
convaincre, quoi, de persuader, qu'ils soient d'accord avec nous, de se dire que, ah ouais, je comprends pourquoi la seule solution pour moi, pour faire les économies des chauffages dans ma maison, c'est de ne plus utiliser toutes ces solutions qui n'utilisent pas l'énergie renouvelable et que je dois utiliser une solution qui me permette d'utiliser une énergie gratuite et illimitée. Et quand ils sont convaincus de ça, la question qui vient, c'est OK, mais je comprends, mais comment? C'est quoi la Ouais. solution? Qu'est-ce qui me permet de ça? Ah ben ça, la solution, ça s'appelle une pompe à chaleur. Ta, 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 ta. Mais en tout cas, quand on a déjà vendu l'idée qu'il faut utiliser l'aérothermie, eh bien, la vente, elle est presque faite entre guillemets à 80%. Il ne reste plus qu'à présenter finalement bien, le système et lever les objections par rapport à cette solution, parce que là, la solution qui permet d'utiliser l'aérothermie, ben, c'est la pompe à chaleur. Eh bien, on va lever les objections par rapport à cette solution et il ne restera plus qu'à valider derrière le prix, le budget, c'est tout. Donc, le Et ça, plus c'est… important, oui, Pardon, excuse-moi, je vas-y, t'ai vas-y. coupé. Non, 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 vas-y, vas-y. C'est moi qui t'ai… Le plus important, voilà, c'est que la plupart des gens qui ont du mal à vendre de manière naturelle, c'est qu'ils essayent de vendre leurs produits. Moi, c'est très compliqué. Si je voulais vendre mon produit, ma pompe à chaleur, tout de suite, en expliquant pourquoi, avec tel mécanisme, qu'il y a un compresseur, que voilà pourquoi c'est super et que ça marche bien, là, je suis en train de vendre. J'essaie de convaincre. Hmm. Mais si j'essaie simplement d'expliquer, de lui expliquer à mon prospect les vraies raisons de pourquoi il paye cher, que lui-même, il est d'accord avec moi pour me dire qu'effectivement, c'est à cause de ça qu'il n'y arrive pas à obtenir ce qu'il désire et que s'il avait telle autre solution, il y arriverait. Je n'ai pas parlé de mon produit, ben, je ne suis pas en train de vendre. Je suis en train de l'aider. Je suis en train de le conseiller. Je suis en train de lui faire prendre conscience que le vrai problème, c'est autre chose. Et si j'ai la solution pour ne plus avoir ce problème, je n'ai même pas en tête qui va me dire, OK, comment je fais concrètement? Ben voilà, concrètement, tu vas faire comme ça. Ah ok, est-ce que tu as des questions? Oui, mais ça, on va lever les objections. Oui, mais ça fait du bruit. Et ben on va expliquer pourquoi ça fait pas. En réalité, non, c'est silencieux. Oui, mais est-ce qu'il y a tel problème? Ben non, on va expliquer, on va lever toutes les objections jusqu'à ce qu'il nous pose quelle question. Ok, mais ça coûte combien? Combien? Et là, on va dire, avant même de présenter, on va dire, ok, mais je peux te répondre à cette question, mais est-ce que si demain, cette solution-là, quel que soit son prix, on va la… Parce que si tu me dis que cette solution-là, tu la vois pas chez toi. Tu te dis, ben moi, ça c'est pas ce que j'aimerais avoir, ça me plaît pas d'avoir ça dans ma maison ici ou là, ou ça me plaît pas tes 6 semaines de coaching que tu me proposes, moi c'est trop long pour moi. Enfin, peu importe. Hein. Quoi que l'on vende, Hmm. si on valide pas la solution, ça sert à rien de présenter le prix. On va dire au prospect, est-ce que cette solution-là, elle te plaît? Est-ce que tu aurais envie de l'utiliser? S'il nous dit oui, ben, on n'est pas en train de vendre. C'est lui qui nous dit, ben ouais, moi c'est la solution que je la veux, j'aimerais savoir combien ça coûte. Il n'y a plus qu'une chose finalement à traiter après, c'est de s'assurer que ben, le budget qu'on lui propose correspond au budget que lui dispose. Et puis c'est tout. Et on n'est pas en train de vendre. C'est notre prospect qui, à chaque étape du processus, va nous dire, ah ok, c'est intéressant, disons-moi plus. C'est quoi ta solution? Ah, ta solution, je la veux. C'est quoi son budget? Ben, c'est ce budget. Est-ce que ça correspond à ce que tu veux? Et là, on va traiter ensuite les autres objections derrière. Voilà, c'est ça que je voulais aussi dire. C'est qu'on n'est pas dans la vente, c'est que c'est notre prospect qui, à chaque étape, va être en demande d'en savoir plus. C'est vraiment fondamental ce que tu dis et je pense que c'est l'une des plus grosses erreurs que je pense que je vois chez mes clients quand passent dans la phase de vente. C'est vraiment ça. C'est déjà ne pas forcément respecter ces différents stades, ces différentes étapes, mais c'est surtout de la plupart du temps déjà de rentrer dans les caractéristiques de l'offre, qu'est-ce qu'ils vendent et de mettre en avant en fait la plus-value tout de suite des caractéristiques. Et en fait, quand on prend le problème dans l'autre sens, enfin le problème, quand on prend la vision dans l'autre sens, qu'on s'intéresse à la personne et tu l'as dit hein, d'ailleurs, quand tu déroules l'entretien, tu t'intéresses déjà à savoir si la personne, elle serait OK avec cette solution, si c'est déjà ce qu'elle veut. Et tu lui donnes aussi un éventail des différentes solutions qui peuvent s'offrir à elle. Et ça fait totalement une différence. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup parler de vente. Et alors, on peut mettre tous les mots qu'on veut derrière, authentique, etc. Mais j'aime beaucoup l'idée de, et comme tu le dis, d'ailleurs, quand on s'y prend de cette manière-là, les ventes sont beaucoup plus, c'est fluide, quoi. Et les gens se retrouvent pas avec un truc qu'ils n'ont pas eu envie d'acheter et qui se sont sentis un peu, genre, pris à défaut pour l'acheter, quoi. Et souvent, d'ailleurs, je me rappelle, tu avais donné aussi une anecdote, c'était que la personne, tu avais même remercié, en fait, de l'avoir aidé à prendre la décision Oui. d'acheter parce que elle était, c'est souvent ça aussi, ça c'est à la fin souvent, c'est oui je sais pas, on se rappelle, j'ai besoin de réfléchir, etc. Mais c'est la pire position qui puisse exister en fait, c'est d'être dans le oui ou dans le non, enfin d'être au milieu. Et en fait les gens ils ont besoin aussi que, d'ailleurs si vous regardez cette vidéo, quand vous vous adressez à quelqu'un, ils ont besoin de prendre une décision en fait. Et votre rôle c'est aussi de les aider à prendre la meilleure décision possible pour eux. Ça peut être non, mais c'est pas de les laisser dans un espèce d'inconfort entre les deux quoi. Ça, c'est fondamental ce que tu dis parce que
le moment de la prise de décision, c'est un moment qui est extrêmement stressant pour les deux parties. Pour le vendeur, qui pourrait se dire ah, j'ai absolument envie de travailler avec ce client ou j'ai vraiment envie de signer cette affaire et je pourrais passer à côté, donc c'est stressant et c'est extrêmement stressant pour la personne qui est en phase d'achat, de se dire est-ce que je fais la bonne décision. Et en fait, ce qui se passe souvent, c'est que à l'intérieur de notre prospect, quand il est en phase d'achat, il est tiraillé entre deux choses. Même s'il en a très envie, il y a une partie de lui qui, de toute façon, eh bien, va dire oui, mais est-ce que tu fais le bon choix? Est-ce que c'est vraiment une bonne affaire? Est-ce que vont dire les autres? Tiens, si j'investis ça, que va dire ma femme? Que va dire mon mari? Et même lui, il en a peut-être super envie, mais il y a plein de questions qu'il peut avoir dans la tête. Et donc, notre rôle, c'est de l'aider à prendre sa décision. Et quand on est dans une phase de conclusion de vente, de closing, peu importe comment on l'appelle, finalement, quand tu prends conscience que c'est pas facile pour ton prospect et que ça le soulage justement que tu l'aides à prendre cette décision, ça fait toute la différence. Parce que moi-même, tu vois, dernièrement, j'étais dans une posture d'achat parce que moi, je suis client aussi à des moments. On est tous un moment vendeur, un moment client. Et c'est marrant parce que j'ai investi dans un coaching et c'est la première fois que j'investissais un tel montant. Et je le savais au fond de moi que j'en avais envie. Je le savais. Mais ce qu'il y avait, c'est que derrière, il y avait effectivement des freins. Et je me disais, ouais, voilà, ma femme, elle va me tuer. Elle va me dire, mais t'es un grand malade. T'es un fou, là. Tu vois? Et donc, du coup, le fait d'avoir quelqu'un qui t'aide à prendre ces décisions et Mhm. qui te guide avec bienveillance, mais simplement comme tu dis, le truc, c'est de pas rester dans l'inaction. Le pire truc, c'est d'être entre deux quais, quoi. C'est soit tu dis oui, soit tu dis non, mais prends une Mhm. décision, tu te sentiras mieux dans les deux cas. Parce que tu auras pris en toute connaissance de cause. Eh bien, c'est notre rôle, ça, en fait. À un moment Ouais. donné, quoi que l'on dise, à la fin, notre rôle, c'est d'aider notre prospect à prendre une décision. Et moi, pris conscience de ça la première fois où j'ai osé tendre le stylo, en fait. C'est cet exemple-là que je prends, mais c'était donc dans cette même entreprise à l'époque. Et, ouais, je voyais à la fin la personne, bah, normal, elle me dit, comme 99% des prospects, se dit, bah, oui, ok, bon, bah, on va réfléchir. Et là, c'est là où j'ai eu la première fois où vraiment j'ai eu le courage, parce qu'il faut oser en fait faire ça. Au Ouais. départ, on a un peu peur de dire ça, on va dire, et de dire, bah, et c'est normal, je comprends effectivement, madame, monsieur, que vous vouliez réfléchir parce que c'est quand même un investissement, un financement sur 13 ans, c'est pas une baguette de pain, c'est un vrai engagement que l'on prend. Et ce que je vous propose, eh bien, si vous êtes d'accord, c'est qu'on prenne 5 minutes pour réfléchir ensemble et pour les aider à prendre ces décisions. On va juste repasser en revue tout ce que l'on vient de voir. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de faire des économies, de passer enfin, diviser par 4 votre facture de chauffage, c'est quelque chose qui vous fait envie? Oui, ok, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'utiliser l'énergie renouvelable, etc., c'est quelque chose qui vous fait envie? Oui, ok. On déroule un petit peu parce que finalement, il faut revalider est-ce que la personne elle a vraiment le besoin? Oui, d'accord. Est-ce que elle a confiance dans la solution? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que si demain on installe ce système chez vous, vous allez effectivement faire cette économie-là et avoir plus de confort chez vous? Oui, d'accord. Donc on revalide la solution. Très bien. Il faut que la personne, pour qu'elle prenne une décision, il faut qu'elle ait confiance en vous, dans le vendeur. Et il faut oser le dire ça aussi. C'est pas facile au début pour moi, mais de dire est-ce que ce serait moi qui pourrais vous empêcher de prendre une décision? Est-ce que vous me faites confiance? Ouais, est-ce qu'on se fait confiance ce soir? Dites-le moi. Si c'est non, évidemment, je pourrais comprendre. Il faut oser le dire ça, tu vois. Une Ouais. fois que j'ai osé, je peux dire j'avais la goutte. Hein. Et là, on me dit ouais, non, non, ouais, je vous fais confiance. Ok, super. Est-ce que l'entreprise pour laquelle je travaille, est-ce que vous lui faites confiance? Et là, on l'avait présenté à l'époque. Oui, oui, effectivement, je pense que c'est une bonne entreprise. D'accord, oui. Quoi d'autre? Est-ce que le budget que je viens de vous annoncer, c'est quelque chose qui vous paraît bon, cohérent par rapport à ça? Ouais, non, ça paraît intéressant. Bon, ben, on a tout passé en revue, c'est oui. Bon, ben, voilà, apparemment, effectivement, tout est au vert. Pour moi, tout est bon, quoi. Il n'y a plus qu'à y aller. Et là, tu prends moi, vraiment, enfin, peut-être que ça va faire rigoler certains, mais moi, la première fois, c'était difficile d'oser sortir le CO et dire, eh ben, on y va. Voilà, c'est ce que je propose. Ben, et tu tournes le stylo, tu tournes le bon de commande et tu dis, ben, tout est au vert. On y va comme ça, mesdames et messieurs, madame, monsieur. Et puis quand le prospect dit, ben, il prend le stylo puis il signe. Et puis effectivement, quelques jours plus tard, parce que une fois que moi j'ai un concept, c'est que une fois que même si on est commercial, c'est quand la vente est faite que notre travail commence, d'accord? C'est que quand le client a dit oui, que là le Oui, travail commence, parce qu'il va falloir délivrer, il super. va falloir servir, il va falloir mettre en place les choses. Et donc, bah, j'allais sur les chantiers pour voir ce qui se passait, comment l'installation se passait. Et puis, bah, c'est là où effectivement le monsieur m'a dit, David, je voulais vous remercier parce que Mhm. c'est pas facile pour moi de ce moment-là, et je suis très content que vous m'ayez aidé, que vous m'ayez accompagné dans ma prise de décision, parce que je suis ravi de l'avoir fait. Et peut-être que je l'aurais pas fait si vous aviez pas été là. Et là, vraiment, je me dis, punaise, ce qui me faisait le plus peur, et ben en fait, c'est ce pourquoi on me remercie aujourd'hui. Voilà. Mais c'est incroyable. Et le jour où j'ai compris ça aussi, que la vente, c'était pas seulement
du coup, que je me focalisais plus sur le résultat ou l'objectif qui était de vendre, mais que je me mettais d'autres objectifs. Vraiment m'intéresser à la personne et dire, OK, j'ai vraiment envie que cette personne, elle reparte quoi qu'il arrive avec quelque chose, que ce soit oui ou que ce soit non, mais je veux qu'elle reparte avec quelque chose et surtout, je veux qu'elle prenne une décision. Et même pour, tu l'as dit, hein, même en tant que client, parce que moi aussi j'ai été client et je suis client et c'est vrai que j'ai aussi investi dans des coachings sur des montants qui étaient un peu fous pour moi, tu vois. Mais ce que j'ai apprécié, c'est le soulagement que j'ai une fois que la décision est prise et qu'OK, on a dit oui, on y va. Oui, on Ouais. y va ou non, c'est pas le moment, tu vois. Mais de rester dans l'inconfort pendant 2 jours, genre 3 jours, ouais, je vais réfléchir, alors il faut que, et ça, c'est l'enfer en fait. Et donc, je me suis mis comme mission en fait aussi de me focaliser plutôt sur vraiment comment la personne peut repartir avec quelque chose de positif et comment elle peut s'en servir pour elle, tu vois. Mm. Donc, ça, c'est en termes de vente. On a passé beaucoup de temps à parler de vente aujourd'hui. C'était pas prévu, mais c'est parfait pour si vous nous regardez et que vous avez des difficultés, parce que beaucoup de gens qui ont des difficultés à faire de la vente, changer son, son, son scope ou la caméra d'angle, ça Mm. peut faire une énorme différence. Donc, Ouais. merci pour les insights que tu nous as donnés aujourd'hui là-dessus. Avec plaisir. Je change un tout petit peu de sujet parce que je sais qu'on a traîné un peu sur la vente, mais j'avais vraiment bon, j'ai plein de questions, j'aurais pas tout le temps de te les poser, mais j'avais une question que je voulais te poser par rapport à, plus à là où tu en es dans ton entreprise aujourd'hui. C'est un truc qui revient souvent aussi, ça, tu sais, on dit on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Quand Mm. on est solopreneur, entrepreneur, on a parfois un petit peu de mal à bien s'entourer Ouais. ou en tout cas à aller chercher de l'énergie. Euh, Comment toi tu t'y es pris déjà au début pour justement à bénéficier d'une énergie différente, en tout cas t'entourer de personnes. Et comment aujourd'hui, une fois que l'entreprise a pris de la hauteur et que tu es plutôt assez développé, comment tu t'y prends? Est-ce que tu délègues? Comment tu t'y prends pour organiser ça? Ouais. Ça, c'est vraiment une question qui revient souvent et je pense qu'à partir du moment où on est dans cette phase de croissance, on a cette question aussi. Ouais, tout à fait. Ouais, euh, à partir du moment effectivement où tu as une entreprise qui a de la croissance, il faut venir soutenir cette croissance. Parce que tout seul, après, sinon tu deviens le goulot d'étranglement de ton entreprise. Et donc, du coup, ça stoppe la croissance et, voire pire, ça, du coup, renverse la vapeur. Mm. Alors, il y a deux parties, la partie démarrage et la partie maintenant. Au démarrage, en fait, moi, j'étais dès le départ effectivement convaincu de ce que tu as dit. On est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus et que c'est en créant un environnement, un terreau positif, constructif qui permet de nous tirer vers le haut qu'on va pouvoir gagner du temps. Et dans mon entourage proche, j'avais pas forcément de personnes, personne qui était ni entrepreneur, ni dans le même domaine que moi. Mhm. Et donc, du coup, je suis allé à des événements réseau, des séminaires, où je savais que dans ces événements, il y avait des personnes qui avaient les mêmes objectifs que moi et qui avaient finalement les mêmes, les mêmes ambitions. Et donc, du coup, la première chose que j'ai fait, alors je l'ai pas fait du premier coup, mais je pense que c'est à partir du deuxième événement, où en fait, j'ai commencé à repérer les personnes avec qui je pouvais créer un groupe qui, ce que je l'ai su après, mais ça s'appelle un mastermind en fait, d'entraide pour se développer. Mais c'est un mastermind en comment dire officieux quelque part. C'est de dire Ouais. on se réunit ensemble. Il n'y a pas de ticket d'entrée ou ce genre de choses. C'est un mastermind entre guillemets de débutants, mais on se réunit et puis vu que quand quelqu'un a eu un problème et qu'il a trouvé une solution, ça va très vite pour lui d'aider quelqu'un qui a le même problème. Il va lui donner la solution tout de suite. Il va pas perdre de temps la personne à chercher elle-même. Et donc, du coup, si moi, j'ai déjà vécu des choses sur lesquelles j'ai eu des difficultés, j'ai trouvé des solutions, je peux aider quelqu'un d'autre qui, lui, est dans cette situation-là, je lui fais gagner du temps. Et puis, vice-versa, moi, j'ai peut-être un problème que lui a déjà vécu. Et donc, du coup, si je m'entoure de personnes qui sont dans la même dynamique, les mêmes valeurs, les mêmes ambitions, eh bien, je suis convaincu qu'on peut gagner du temps. Et donc, la première chose que j'ai fait, c'est de créer ce mini mastermind qui a duré, je pense, je sais plus, j'ai peut-être 8 mois ou un an quand même. On se réunissait régulièrement, 1 ou 2 fois par mois, à distance, avec Zoom ou avec Skype ou quelque chose comme ça, peu importe. Et puis, l'objectif, c'était à la fois de s'entraîner à pitcher, à présenter notre offre pour avoir des retours du groupe, à également partager chacun notre tour un problème que l'on rencontre en ce moment dans notre activité et que les autres finalement donnent des idées pour avoir finalement comme ça l'effet de groupe parce que un cerveau plus un cerveau, ça fait pas 2 cerveaux. Un Ouais. cerveau plus un cerveau, ça fait 3 cerveaux. Il y a un cerveau Voire complètement. plus. Ouais, c'est hallucinant. Il faut le tester il faut le vivre en Ouais, fait pour l'imaginer. Mais c'est quand on vrai. est deux à discuter, il y a des idées
qui émergent, qui n'auraient jamais pu voir le jour, chacun de son côté. Et donc, du C'est coup, incroyable. c'est un mastermind qui, voilà, il n'y avait pas de ticket d'entrée. Simplement, on était 3 personnes au démarrage à lancer le mastermind. Et puis, chaque membre fondateur, finalement, bien, pouvait inviter des personnes, entendu par recommandation. Parce qu'on voulait vraiment mettre dans le mastermind des personnes qui correspondaient aux valeurs, aux ambitions qu'on avait. Okay, et donc, au maximum, on a été 6, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et puis, ça s'est terminé en juillet 2006. Ah, je sais plus, c'est moi les dates. Bon, enfin, en juillet, je sais plus quand, de quelle année, peut-être 2016, je dirais un truc comme ça, 2015, je sais plus. Et donc du coup, on a fait un week-end de 2 jours chez mes parents, voilà, pour fêter ça. Et puis, et ça a été vraiment, moi, dans le mastermind, il y a des gens qui ont vraiment explosé en fait. Ouais. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Et on n'est pas obligé de faire des choses compliquées. Voilà, on s'est juste réunis, on a fédéré autour de nous des gens qui partagent les mêmes idées, les mêmes valeurs, et on s'est dit voilà. On avait créé une charte du mastermind. Pourquoi on le faisait? Parce que c'est important de savoir pourquoi est-ce qu'on fait Ouais. ça. Quel est notre objectif avec ça? Qui on veut à l'intérieur? Et quels sont les engagements que chacun doit prendre quelque part? Parce que c'est pas juste se réunir pour boire un Oui, café et c'est pas puis juste. voilà. Vraiment un truc, on se dit voilà, on est là, on veut croître, on veut on veut prendre des raccourcis. Et voilà la charte du mastermind. Donc ça, moi, c'est quelque chose que je recommande aussi à chacun, de s'entourer de ces personnes, de personnes et de fédérer finalement autour de soi les gens avec qui on a envie de grandir et de collaborer. Et puis, plus tard, on est même avec certaines personnes, on est resté partenaires et avec des promotions réciproques, tu vois. Donc, voilà, on peut créer dès le départ. Et pourtant, à l'époque, j'étais personne. Les gens du mastermind étaient personne, entre guillemets. Et voilà. Et puis, finalement, avec les chemins de chacun, ça a permis d'accélérer la croissance et puis d'avoir des partenaires, des amis, quoi, tout simplement. C'est vraiment une stratégie qui marche très très bien et c'est en partant de zéro, je peux aussi en témoigner. C'est vraiment cette stratégie-là que j'ai mis en place. Tout de suite m'entourer de personnes de haut niveau, de personnes qui, en tout cas, si on peut pas avoir ces personnes-là dans notre entourage, au moins aller chercher des gens, comme tu le dis, qui sont dans la même mouvance, le même état d'esprit et qui vont permettre de générer des idées, qui vont permettre de générer de la motivation. Et c'est clairement, c'est un no-brainer là. Ça Ouais. fait vraiment une grosse différence. Ouais, mais Ok, cool. c'est fondamental. Et après, quand on a commencé déjà à avoir de la croissance et qu'on doit venir soutenir la croissance, effectivement, il y a les questions les sujets de la délégation qui arrivent très rapidement. Moi, en fait, la première chose que j'ai déléguée très vite, c'était la génération de factures. Parce que Ok. vu qu'en plus, j'avais un programme sur Autopilote qui était un programme avec un petit prix, c'était pitché comme un pro à l'époque vendu 197 € hors taxe. Ouais. Du coup, il y avait un gros volume de factures générées. S'il y avait grosso modo, en moyenne à peu près 7-8 ventes par jour, ce qui fait Ok. 7-8 factures par jour de ce petit montant. Donc, moi, gérer tout seul cette facturation, c'était impossible. Donc, à l'époque, j'avais pris quelqu'un qui était une freelance d'ailleurs, pour faire cette facture-là. Ça, c'est la première chose. Après, moi, je me suis rendu compte aussi que avec ça, il y a l'aspect, on peut très vite déléguer l'aspect technique, on va dire des choses, que ce soit l'administratif, que ce soit l'aspect technique par rapport à des vidéos, par rapport à des sites web ou ce genre de choses. Moi, j'ai du mal à déléguer ça parce que c'est quelque chose que je sais faire, que j'aime faire. Et donc, du coup, forcément, j'ai un peu plus de mal à le déléguer. Mais ça, je travaille là-dessus. Et là, aujourd'hui, moi, je suis dans une dynamique aussi où, en fait, la structuration de l'entreprise, elle passe par Céline qui, elle, depuis 2 ans, en fait, travaille sur la partie plutôt gestion administrative, comptable, support client. Et là, je me rends compte aussi qu'il y a une chose dont on a besoin quand on veut accélérer là aussi, continuer la croissance, c'est d'avoir un bras droit opérationnel avec qui on peut aussi échanger les idées. Parce que c'est comme un mastermind, tu vois, le fait si on est tout seul dans notre tête à se dire, tiens, je pourrais tester ça, au bout d'un moment, on tourne en rond, puis c'est difficile de faire un choix parce que toutes les idées ont l'air super et on sait que c'est très difficile de garder le focus. Il y a un livre là-derrière qui s'appelle The One Thing. C'est très Ouais. compliqué de rester focus sur son One Thing. Il y a un moment, on peut se dire, stop, allez, j'ai un One Thing, j'y l'ai, puis 2 mois plus tard, quand tu es un peu créatif et quand tu es entrepreneur, généralement, moi, je croyais que j'étais pas créatif. Il y a 5 ans, tu m'aurais dit que tu es créatif, je t'aurais dit non, moi, je suis pas créatif. Je me suis rendu compte qu'en fait, quand tu commences à ouvrir la porte de la créativité, en fait, les idées, elles viennent. Et le plus dur, c'est pas d'avoir les idées. Le plus dur, c'est de faire le tri et de choisir une idée et d'aller au bout. Et quand tu as quelqu'un avec qui tu peux discuter, un partenaire, un bras droit opérationnel, et bien ça te permet comme ça de prendre des décisions rapides. Et donc, pour moi, il y a 2 choses qui sont très importantes quand on est à ce stade-là, quand on veut continuer à développer notre activité à 6 chiffres et plus, à aller vers les 7 chiffres et autres. Eh bien, c'est soit, alors c'est complémentaire en fait, mais en tout cas, c'est soit d'avoir un bras droit opérationnel
qui peut effectivement faire ce rôle et prendre en charge une partie effectivement des opérations pour être nous focaliser sur la stratégie et en même temps avoir ce feedback et ces challenges, des questions qui peuvent challenger les idées pour pouvoir eh bien, prendre des décisions plus rapidement. Ou alors avoir effectivement et rejoindre un mastermind, mais cette fois-ci effectivement un mastermind de haut niveau de coaching de performance qui là représente un certain budget d'investissement, mais qui est généralement, enfin pour moi je suis convaincu, c'est les masterminds, c'est rentabilisé, mais il n'y a pas de chiffre à donner, mais c'est clair. Énormément, parce qu'avec l'épigénétique, des gens qui sont dans cette même mouvance, qui sont peut-être certains même encore plus avancés, et plus ils sont avancés d'ailleurs mieux c'est. Il y a un dicton qui dit que quand tu es l'homme le moins intelligent d'une salle, bah, c'est bon signe, parce que ça veut dire que tu vas progresser très vite. Exactement. Donc ça, c'est aussi une stratégie moi, sur laquelle je vais me positionner. Pour être tout à fait honnête, aujourd'hui, je n'ai pas encore rejoint le mastermind. C'est quelque chose que je veux faire, mais j'ai priorisé d'abord le fait de prendre un coaching. Parce qu'en fait, avant de rejoindre le mastermind, quand je suis revenu du tour du monde, j'ai eu un moment où finalement, j'étais rempli. On a vécu tellement des choses extraordinaires en famille que quand je suis revenu, j'ai fait tout va bien, quoi. Enfin, je suis bien, je suis repu, tu vois. C'est comme si c'était rassasié, en fait. Enfin, oui, tu as vécu tellement d'expériences pendant si peu, d'un moment tellement intense que finalement, Exactement. c'est pas facile de prendre des décisions. Exactement. Donc, du coup, j'avais plus, entre guillemets, un feu sacré qui me permettait de me dire, voilà, je veux aller là-bas et boum, je me lève le matin, je sais pourquoi. En fait, en gros, j'avais plus de nouvel objectif. Tu vois, j'étais, OK, c'est cool. Enfin, je suis rassasié. Et donc, le choix que j'ai fait, c'est de prendre un coach pour m'aider à très vite me reconnecter à quelque chose à remettre en évidence et en alignement mon feu sacré, ma motivation, le pourquoi, la vision de mon entreprise, là où je veux l'emmener, ce que je veux contribuer, etc. Et donc, du coup, le fait de prendre un coaching, ça aussi, ça permet du coup d'avoir un regard externe, d'avoir quelqu'un avec qui on peut se challenger pour prendre des décisions rapides. Donc, l'idée, en fait, c'est on a besoin, à un moment donné, de plus être seul dans sa tête. On a besoin soit avec un coach, soit avec un mastermind, soit avec un bras droit opérationnel, peu importe. Mais il faut, à un moment donné, qu'on puisse challenger nos idées et les sortir et faire en sorte qu'on puisse prendre des décisions rapides. Voilà. Ça, c'est fondamental pour moi. C'est clair. Et, on pourrait en parler plein de choses parce que quand on parle de délégation, il y a plein de sujets. Il y a par exemple, moi je sais qu'il y a pour les offres, j'ai certaines offres que je vends au téléphone. J'en fais une partie. J'ai déjà travaillé par le passé avec des équipes de vente. Ça, c'est aussi quelque chose que je veux remettre en place en l'automatisant, par exemple. D'accord ? Tout à fait. Mais il y a plein de sujets en fait. Parler, mais si pour en choisir un sujet qui en tout cas moi est important pour moi en ce moment, c'est ça. C'est que quand on est le pilote du bateau, mais on doit un peu tout gérer, très rapidement, il faut avoir quelqu'un avec qui on peut challenger nos idées pour pouvoir bien prendre des décisions rapides et avancer. Mais ça, c'est vraiment fondamental ce que tu dis et c'est des questions que je me pose depuis quelques mois là, justement, parce que je suis dans cette phase-là. Et clairement, le coaching, pour moi, ça fait partie des piliers, tu vois, d'un développement. Donc, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et après, voilà, faire grossir une équipe, c'est aussi quelque chose qui va permettre tu as dit, de challenger des idées, mais aussi de libérer du temps, de libérer de la charge mentale aussi en tant que chef d'entreprise. Parce que ça aussi, ce sont des choses qui prennent de l'espace et qui, du coup, laissent moins d'espace pour la créativité, pour le temps qu'on peut passer aussi avec nos clients. Et on reparlera, si tu veux, en off des masterminds, mais ouais, c'est vraiment un truc qui fait une grosse différence aussi, être dans un mastermind. Donc, Et puis en plus, quand tu commences à vraiment… Moi, j'ai pris conscience d'une chose. J'ai pris conscience, je vais le dire à la boutade, mais j'ai pris conscience que j'étais prétentieux. Ce que je m'explique. Je pense pas être quelqu'un de prétentieux, mais ce que je veux dire, c'est que si tu crois que tu peux apporter tout seul le meilleur service à tes clients, tu deviens prétentieux. Et quand tu prends, moi j'ai pris conscience qu'en réalité, j'étais le goulot d'étranglement de mon entreprise et le goulot d'étranglement de mes clients. Ça veut dire qu'en fait, je suis pas c'est de mon devoir de me structurer pour apporter à mes clients le niveau de service auquel ils sont en droit d'attendre, d'exiger, et en même temps d'apporter également des ressources, des savoirs et des idées complémentaires que tout seul je ne peux pas avoir, parce qu'on l'a dit déjà. Et si je reste tout seul, eh ben quelque part, c'est de la prétence, c'est trop prétentieux. Enfin, je dis à boutade, mais c'est ça. Ce que je veux dire, c'est de mon devoir de me structurer pour apporter un service encore meilleur à mes clients, parce que tant que je reste seul, je ne pourrai pas leur apporter des meilleures idées. Même si elles sont dans la tête, elles ne sortiront pas parce que je reste tout seul. Donc, il faut se structurer. Et en plus de ça, ça permet aussi de donner à notre entreprise et à notre vision d'entrepreneur et justement de ne plus être entre mains, de passer de l'entrepreneur au chef d'entreprise, au visionnaire. Eh bien, ça permet de donner une dimension à notre vision
personnelle d'entreprise complètement différente. Parce que finalement, c'est plus nous le seul rouage qui apporte les résultats, mais au contraire, c'est l'entreprise qui le permet de faire. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ça peut donner des résultats encore beaucoup plus importants. Parce qu'effectivement, on va avoir des gens qui vont apporter des idées, qui vont apporter un air frais, qui vont apporter des choses auxquelles finalement, eh bien, pour nos clients, c'est extrêmement important, c'est fondamental, ça va leur apporter des choses que nous, on n'aurait pas pu imaginer si on était resté seul dans notre coin. Mais j'aime beaucoup ce que tu dis. Enfin, je vois vraiment aussi l'évolution d'un entrepreneur. Pour moi, tu passes d'entrepreneur à chef d'entreprise Ouais. et tu passes de chef d'entreprise à visionnaire. Tu vois. Et du coup, c'est vraiment cette idée-là de croissance. Et à différents stades de croissance de notre entreprise, on est, nous, en tant qu'entrepreneurs, chef d'entreprise et visionnaire, assujettis à différentes contraintes. Et c'est aussi Oui. ça de se dire, OK, comment je fais pour me libérer au fur et à mesure de ces contraintes, au fur et à mesure du temps, pardon, de ces contraintes, et comment je fais pour garder et pour être le visionnaire de mon entreprise, pour pouvoir avoir quelque chose qui est beaucoup plus grand que soi. Et ça m'amène à, alors j'avais d'autres questions que je voulais te poser sur le voyage, mais là je vois qu'on a pas mal parlé, on n'aura pas le temps. Mais ça m'amène à une des dernières questions que je voulais te poser, c'est du coup, quelle est la chose toi que tu voudrais faire, que tu n'as pas encore faite? Quelle est ta vision pour David dans 5 ans, 10 ans? Si Hmm. aujourd'hui il y avait une chose que tu voudrais vraiment faire et que tu n'as pas eu l'occasion encore de faire. Eh bien, la chose que je veux faire, que je n'ai pas encore eu l'occasion de faire, c'est exactement ce dont on vient de parler parce que je suis en plein dans ce sujet-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais que ce qui va me permettre à mon entreprise de passer encore l'étape d'après, c'est d'avoir un bras droit opérationnel, d'avoir Mm. un intégrateur, d'arriver à me positionner comme effectivement le stratège. Aujourd'hui, je regroupe, on va dire, 80% des casquettes et des activités que l'on peut trouver dans une entreprise. Si tu prends une entreprise classique, une grande entreprise, peu importe, il y a des services en fait. Et quand on est entrepreneur, on représente l'ensemble de ces services. Et petit à Mhm. petit, pour réussir à faire en sorte que chacun de ces services soit géré par d'autres pour que nous, on puisse effectivement venir dans la partie de la stratégie. Et donc, ça, venir se soutenir la croissance avec un bras droit opérationnel. Et la réflexion aujourd'hui, elle en est, pour tout te dire, à se dire, on est en train de discuter avec Céline. Est-ce que c'est ça, c'est quelque chose qui, elle, aurait envie de faire? Parce que Céline, ça fait 2 ans qu'elle travaille avec moi, mais jusqu'à maintenant, elle ne s'autorisait pas spécialement forcément à prendre, on va dire, des missions autres que la partie administrative parce qu'elle n'est pas du tout de domaine. Avant, elle travaillait dans le domaine de l'éducation. Elle était ATSEM dans des écoles maternelles et primaires. Et pour elle, tu vois, elle ne s'autorisait pas. Mais moi, j'ai pris conscience il y a quelques mois de ça que, au contraire, le fait que quand on parle, quand on discute ensemble, qu'elle me pose des questions de personnes qui ne sont pas dans le milieu, mais au contraire, c'est des questions qui m'apportent énormément de valeur, qui me disent ah oui, mais attends, ça, j'ai pas pensé à ça, tu as raison, avec un prisme totalement différent. Ça, c'est quelque chose qui, comme on vient de le voir, eh bien, ça peut permettre de transformer des années en semaines ou en jours, quoi. Et donc, du coup, est-ce que c'est Céline qui doit prendre ce rôle-là ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre parce que Céline n'en a peut-être pas envie ou c'est pas quelque chose qui l'a fait vibrer? Voilà, moi, j'en suis à cette phase-là. Et ça, effectivement, dans les mois qui arrivent, c'est quelque chose que je vais mettre en place. C'est-à-dire d'avoir ce bras droit opérationnel qui peut à la fois, effectivement, jouer ce rôle de challenger et d'intégrateur d'idées pour pouvoir, eh bien, aller encore plus vite, finalement. C'est ça, moi, la chose que je veux mettre en place. L'objectif. Ok, super. Écoute, merci David. Dernière question, une question simple. Hmm. Quel est l'objet qui coûte à peu près, qui coûterait les moins de 100 euros dont tu te sers le plus souvent en ce moment? J'aime bien cette petite question. Quel est l'objet qui coûte moins de 100 euros qui me sert le plus souvent en ce moment? C'est une bonne question. Que- c'est une bonne question. Quel est l'objet qui coûte moins de 100 euros qui me sert le plus souvent en ce moment? Qu'est-ce qui me vient comme ça naturellement? Ok. Ok. Allez, si je prends, j'essaie voilà, en 30 secondes, comment dire, ce qui remonte là, l'objet alors, je l'ai pas avec moi d'ailleurs, non, parce que je le laisse à la maison. L'objet que je sers qui coûte moins de 100 euros, c'est le 5 minutes journal. Yes. Le 5 minutes journal, c'est comment dire, un journal que je remplis le matin et le soir. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'est pas là, parce que je le laisse à la maison, parce que c'est quand je me lève le matin et avant de me coucher. Et l'idée, en fait, de cet outil, c'est de faire du journaling, c'est-à-dire que chaque jour, d'écrire qu'est-ce qui ferait que cette journée, elle serait super, quelles seraient les 3 choses que si je les fais, eh bien, la journée est top. D'écrire également la chose pour laquelle, 3 choses sur lesquelles on a de la gratitude.
Mhm. Chaque jour, tous les matins, trois choses pour lesquelles tu as de la gratitude, même des choses simples, peu importe. Donc, trois choses pour lesquelles tu as de la gratitude, trois choses pour lesquelles qui ferait que ta journée, elle serait super. Et puis également, comment dire, le mantra du jour quelque part. D'accord? Aujourd'hui, aujourd'hui, je suis Mhm. efficace et focus. Voilà. Je ne me disperse pas. Et finalement, chaque jour, écrire ces éléments-là. Et puis le soir, c'est d'écrire qu'est-ce qui a fait que cette journée a été géniale. Trois trucs. Et un truc de dire, OK, qu'est-ce qui aurait pu rendre cette journée encore plus géniale si ça avait eu lieu. Voilà. Et ça, de le faire tous les jours. Eh bien, ça permet comme ça, à la fois d'être focalisé sur les éléments pour lesquels eh bien, on a de la gratitude, de toujours être dans le focus de quels sont les éléments prioritaires du jour qui feraient que si seulement ces éléments-là sont faits, trois éléments clés, même si ça prend une demi-heure, mais si ces trois éléments sont faits, bah, quelque part, ma journée, elle est gagnée et je fais ce que je veux. Et puis le soir également, bah, de refaire un petit peu le point sur ce qui s'est passé dans la journée et de se poser quand même la question de comment j'aurais pu l'améliorer. Voilà, ça, je sais plus combien ça il coûte, ce truc-là, largement moins de 100 euros, ça c'est sûr, Ouais, ouais, il coûte pas cher. une dizaine d'euros ou je sais pas. Mais voilà, c'est le truc qui m'est venu en prenant quelques secondes pour qu'est-ce que mon instinct de faire Mais monter. c'est top. C'est top et merci du partage parce que c'est un truc que je fais aussi et qui est ultra puissant depuis que je le fais. Et c'est une petite routine à mettre en place, mais qu'est-ce que ça peut Ouais. changer? Ça change énormément de choses. Pour être tout à fait honnête, s'il y a des gens qui ont du mal à se tenir tous les jours, ça m'arrive de ne pas le faire tous les jours. Je suis le genre, je suis le genre de mec qui, Alors, tu vois, je vais pouvoir le faire peut-être pendant 3 semaines tous les jours, puis à un moment donné, je vais pas le faire. Mais je sais que ça, c'est quelque chose que enfin, quelque chose qui revient très régulièrement. souvent, régulièrement. Voilà. Enfin, c'est pas là, comment dire, dans le Tour du Monde, je le faisais pas parce que j'avais choisi de pas le prendre. J'avais amené qu'un Kindle et j'avais pas de livre papier parce qu'on avait un sac à dos et on Eh pouvait pas ouais. les prendre. Mais voilà, ça c'est quelque chose. Et d'ailleurs, si vous n'arrivez pas à le faire tous les jours ou quoi que ce soit, vous flagellez pas. Moi, Non. on a trop tendance à vouloir à toujours se dire, ah, je suis pas bon, machin, etc. On n'est pas des robots. Mais en tout cas, ça, je sais. Ouais, on se flagelle, on se dit, ah, je suis pas bien, je suis pas le meilleur. Mais voilà, le fait moi, je sais que ça, c'est l'outil que j'ai à disposition et que à Ouais, chaque fois, finalement, qu'on le met en place et que je le tiens dans la durée, c'est quelque chose qui est fondamental. Voilà. excellent. Écoute, merci beaucoup, David. Est-ce qu'il y a une dernière chose comme ça que tu voudrais ajouter, nous partager? Bonne question. La dernière chose voilà, peut-être j'aimerais partager, on en a en fait un petit peu parlé finalement, mais sans le dire. Mais ça paraît important de conclure là-dessus parce que pour moi c'est un mantra et c'est quelque chose voilà, qui est fondamental, qui est très important pour moi de prendre conscience, c'est que il faut pas confondre objectif et résultat. C'est-à-dire que souvent, on a tendance à se mettre la pression sur le résultat. Ah, il faut que je génère 10 000 euros de chiffre d'affaires cette semaine ou ce mois ou cette année, peu importe le stade dans lequel on en est, on s'en fiche, mais il faut que je fasse ça. Il faut que j'obtienne l'accord de mon client. Il faut que je fasse un webinaire et que j'ai 10 ventes à ce webinaire. Peu importe. Ça, c'est les résultats. Et si on se met la pression sur ça, on va se focaliser finalement sur quelque chose qui va nous stresser, qui va nous mettre un poids. Parce que si on n'y arrive pas, on va dire ah je suis mauvais, on va se trouver nul et ça va saboter quelque part notre énergie. La question à se poser, c'est pas ça, c'est de se dire ok, qu'est-ce que je dois faire de sorte à ce que si j'obtiens ça, ben, je mets le maximum de chances de mon côté d'obtenir le résultat. Peut-être que le résultat n'arrivera pas, mais au moins je mets le maximum de chances de mon côté d'y arriver. Parce que, le résultat, on a rarement le contrôle dessus. Tu vois, faire 10 ventes à un webinaire, tu n'as pas le contrôle sur ça. Obtenir le oui de cette femme qui te plaît pour qu'elle t'épouse, tu n'as pas le contrôle. Même si ça fait 10 ans que tu es ensemble, tu n'as pas le contrôle. C'est elle qui va te dire oui ou non. C'est elle qui a la décision. Obtenir l'accord d'un client face à face, même si tu lui tends le stylo, tu n'as pas le contrôle. C'est lui qui a le contrôle. En revanche, se fixer des objectifs sur lesquels on a le contrôle, se dire, OK, faire de mon mieux, d'écouter, d'oser tendre le stylo. Oser tendre le stylo, c'est un très bon objectif. Mm. Pourquoi? Parce que si j'ose tendre le stylo, là j'ai le contrôle là-dessus, je me mets de mon côté le plus de chances que mon prospect le prenne et signe mon contrat. Euh, Être dans la meilleure énergie possible pour faire mon webinaire, le préparer, m'entraîner 3 fois avant la version live, j'ai le contrôle dessus. Mm. Ça, je peux le faire. Et si je le fais, que je m'entraîne, que je suis dans la meilleure énergie, je mets le plus de chances possible d'obtenir le résultat qui est qu'il va y avoir des ventes. Donc ça, c'est une idée que j'aimerais transmettre pour terminer, c'est il faut surtout pas se mettre la pression sur les résultats, mais il faut se dire quels sont les objectifs, entre guillemets, c'est même pas les objectifs, c'est des subjectifs, entre Ouais. guillemets, quels sont les subjectifs que je devrais mettre euh, en ligne de mire, de sorte à ce que si eh bien, je fais de mon mieux sur ces objectifs-là, eh bien, je mets le plus de chances de mon côté d'obtenir le résultat.
Tu vois, si tu veux faire en sorte que une fille que tu rencontres te donne son numéro, faut pas se mettre la pression sur l'obtenir le numéro. Il faut essayer simplement d'être un mec sympa, qui De la faire s'intéresse à la rire. personne, voilà, juste pour parler de lui, voilà, la faire rigoler, et puis être naturel. Et si tu atteins cet objectif-là, il y a forte chance que, ben, peut-être pas, hein, mais tu mets le plus de chances de ton côté que ça fonctionne. Voilà. Ça me fait Ça, c'est vraiment un plaisir frein. que tu partages ça. Ça me fait vraiment plaisir que tu partages ça parce que c'est souvent un frein, en fait, finalement, à beaucoup de gens. Et une pression, mais même moi, je me la suis mise, et même parfois, ça m'arrive encore, sur le résultat. Il faut absolument générer tant, il faut absolument atteindre tant de clients. Et en fait, finalement, on se désolidarise de notre humanité déjà, parfois, et de ce que finalement, on est plutôt bon pour faire en général, parce que bah, on se met dans un modèle, dans une Ouais, posture qui est celle sur laquelle parfois on peut même pas avoir le contrôle. Et j'aime bien dire exactement. ce truc-là, c'est que si tu mets ton focus sur les choses sur lesquelles tu n'as pas le contrôle, la plupart du temps, tu vas être soit malheureux, soit frustré. Mm, totalement. Et tu vois, regarde, si l'objectif, c'est de dire, il faut que je fasse 50 000 euros en webinaire. Eh bien, si la personne se dit, il faut que je vais faire un webinaire et il faut que je fasse 50 000 euros avec ce webinaire, pression de malade, truc de dingue. Enfin, c'est waouh, grosse pression quand même. Mais si l'objectif, moi, l'objectif que je me fixerais, il serait différent. Moi, je me dirais, je vais faire des webinaires jusqu'à ce que je fasse 50 000 euros en webinaire. Je sais pas combien il en faudra. Peut-être un, peut-être deux, peut-être trois, peut-être quatre, peut-être cinq, peut-être 20, j'en sais rien. Mais mon objectif, c'est, je vais faire autant de webinaires que nécessaire pour atteindre les 50 000 euros. Et ça, j'ai le contrôle. Tant que j'ai pas atteint, ben, je vais faire des webinaires, je vais réinviter une semaine après, la semaine d'après, la semaine d'après. Et j'ai le contrôle sur ça, mais j'ai pas le contrôle sur le fait d'obtenir ces 50 000 euros en quelque sorte. Voilà. Excellent. Bah, écoute, merci beaucoup pour Ben, merci à cette toi dernière chose pour à ce bon partager. moment. David, pour les gens qui aimeraient te retrouver, où est-ce qu'on peut te retrouver? Eh bien, on peut me retrouver soit sur mon site davidveninck.fr. Tout en fait aujourd'hui est autour de mon nom et de mon prénom et de mon nom, donc David Veninck, V-E-2-N-I-N-K, sur Je YouTube, mettrai les liens. sur Facebook. Voilà, c'est le plus simple. Cool. Bon, bah, écoute, super. Si vous pensez que l'expertise de David, ou en tout cas tous les échanges qu'on a eu aujourd'hui, peuvent intéresser des gens qui sont dans votre entourage, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Mettez-les en commentaire. Et puis, écoute, David, je serais ravi de te retrouver prochainement, de te recroiser ou de te retrouver pour une prochaine interview. Et puis, quant à vous, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, une prochaine interview. Ciao, ciao. Salut À David. plus tard. Merci encore, Ciao. Max. Ciao. Salut, ciao.